Hey, what's up, dog? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule pour toi. Aujourd'hui, j'ai un épisode avec un invité, figure-toi. Et ce qui n'était pas prévu dans le mix, c'était qu'on allait faire 2 épisodes d'affilée. En fait, comme tu l'as peut-être compris, j'aime pas trop, je suis pas hyper friand des épisodes de 3 heures. Et du coup, je préfère les splitter en 2 épisodes d'1 heure et demie. Ok? Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. On est parti sur une discussion. C'est un mec que je connais depuis pas très longtemps. Il s'appelle Anthony Lespade. Il est préparateur mental. Et ça, c'est une capacité slash métier. Ça m'a toujours un peu interpellé dans le sens où j'avais aucune idée de en quoi ça consistait. Et je me suis dit, ce gars a l'air cool, il a un storytelling à l'étranger, du coup ça peut carrément nous aider sur notre lancée. Tu sais comment on est, on pousse les gens à partir à l'étranger. Et il avait l'air d'avoir une expérience à l'étranger qui était plutôt intéressante. Du coup je me suis dit, mec, je vais l'inviter sur le podcast, on va essayer de se faire un truc cool, on va voir ce que ça peut donner. Ok? Du coup ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à parler de son aventure, c'est mes aventures à l'étranger parce qu'il a vécu des trucs de ouf. Et ensuite, on est passé sur le domaine de la préparation mentale. Du coup, vu qu'il y en a eu pour presque 3 heures, j'ai coupé en deux. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement d'expatriation et de parcours à l'étranger et d'aventures, de trucs cool. Et franchement, c'est fun. Moi, j'aime beaucoup ce storytelling-là parce que ça m'a fait me projeter littéralement en même temps qu'il répondait à mes questions et qu'il m'expliquait et qu'il me racontait un petit peu tout ça. Je me voyais dans ses chaussures en train de... Je picturais le truc, tu vois. Vraiment, c'est là où j'aime beaucoup. On fait preuve d'imagination. On voit où ça nous mène et j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai grave kiffé. Du coup, je pense que cet épisode va t'apporter beaucoup, c'était super fun. Du coup, cet épisode-là tout de suite, l'autre épisode la semaine prochaine. Tu vas voir, enchaîne les deux, tu vas kiffer. C'était un super profil, une belle surprise pour moi. Let's get right into it. Bon bah mec, écoute, ça me fait plaisir, on va se la démarrer tranquille. Vas-y, let's go. Et ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que on se connaissait vite fait en fait des réseaux sociaux. C'est Je suis ça. tombé sur ton profil il y a pas très longtemps via Casuisse d'ailleurs, quand je vous ai vu partager un truc sur un entraînement d'un athlète, je Ouais. crois un joueur de foot soccer. Et ça m'a un peu appelé, je me suis dit, enfin déjà en voyant ton profil, je t'avoue, on dirait que c'est un gros profil. Donc c'est cool, tu vois, tu te dis, c'est qualitatif, ce mec doit faire ça bien. Et bon, évidemment, les réseaux sociaux étant le truc le plus ingrat du monde, c'est pas toujours représentatif du nombre d'abonnés, malheureusement. Et je vis ça au jour le jour et c'est pas Ouais. extraordinaire. Mais bon, it is what it is. J'ai trouvé ça trop cool. En tout cas, déjà, je sais même pas comment on dit, mais acknowledge ton travail et te dire que c'est à quel point c'est cool déjà ce que tu fais. Et c'est aussi pour moi un territoire complètement inconnu, mais qui a attisé ma curiosité. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Il faut que je discute avec ce mec parce qu'en plus de ça, ce que je ne savais pas, c'est ce que tu as sorti sur un réel il y a 2 3 jours, que tu disais qu'avant tu étais à l'étranger, tout ça. Je me suis dit, putain, en fait, je vais faire un mix. Il me faut ça un peu de storytelling à l'étranger, j'aime ça parce que c'est le cœur message du podcast en lui-même. Et après, derrière, passer sur ton territoire de préparation mentale. Que moi, la préparation mentale, j'ai entendu parler de ça une fois. Ouais. Enfin, concrètement, si tu veux, quand j'ai fait le podcast avec Guillaume Briand, le premier, où il Oui. me disait qu'il avait un préparateur mental, et j'étais, mais en fait, ça sert à quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est un mec qui souffle dans ton oreille? Vas-y, tu peux y arriver, c'est cool. Crois en tes rêves, crois en toi. Et je me suis dit, il faut que je creuse un peu le sujet parce que je connais R et que je pense qu'il y a vraiment un truc intéressant là-dessous et qu'on pourrait tous en bénéficier, même quitte à faire ce travail à travers des exercices que potentiellement tu pourras nous proposer parce que j'ai vu que tu parlais un peu de breathwork, de meditation, tout Mm. ça, et je me suis dit, putain, en fait, ça rentre vraiment là-dedans, il y a un truc. Donc Mm. déjà, avant toute chose, puisque là j'ai déjà bien monologué et je t'ai pas laissé la parole, pour un mec qui débarque et qui te connaît pas, qu'est-ce que tu lui dis si on pose un cadre et que t'as pas 36 ans pour lui expliquer ce que tu fais? Si tu lui dis comme ça, t'es qui? Je vais me présenter en tant que préparateur mental. Franchement, aujourd'hui, c'est le métier dans l'univers dans lequel je gravite qui est le plus connu. Et encore, hein. Alors imagine les autres, les autres activités que je fais, mais je vais me présenter en tant que préparateur mental. Et si cette personne, elle me pose la question, mais à quoi ça consiste la préparation mentale? Mais je lui... On va aller là-dedans. On va On va aller aller là-dedans, là-dedans. justement, ouais. Donc tu es multicasquette, tu as plusieurs cordes à ton arc, Ouais, dirons-nous. c'est ça. Ok, C'est ça. d'accord. Aujourd'hui, je suis préparateur mental et il y a une sous-branche de la préparation mentale qui va être les capacités attentionnelles. Et ça, c'est ma Ok, spécialité. Je travaille sur tout ce qui est l'entraînement cognitif et l'entraînement neuro chez les athlètes. ok, d'accord. Donc, je C'est bien parce que m'occupe du système nerveux pour prendre d'accord, ok. plus large.
Ouais. J'allais dire pour le commun des mortels, moi y compris, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je dirais ok, cool, ça sonne, tu sais, scientifique, ça sonne technique, Ouais, c'est ça ça. sonne cool, mais moi j'aime bien vulgariser le truc parce que Ouais. bah on n'est pas tous des scientifiques et ingénieurs, et pour que le commun des mortels comprenne bien, on va pouvoir s'amuser et Mm. décortiquer un peu le truc, mais c'est cool. Mais avant de rentrer là-dedans, parce que t'as pas toujours été un préparateur mental, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu t'es barré à l'étranger. Donc là, tu vis Exact. à Bordeaux, c'est ça? Ouais, j'ai posé mes T'as- valises à Bordeaux après mon dernier passage à l'étranger qui a duré un peu plus d'un an, qui était au Canada. Et je suis Ok, arrivé parce que juste avant le Covid. initialement, est-ce que t'es de Bordeaux au départ? Non, je suis du Pays Basque, mais pas très Pays loin. Basque, donc ouais, un peu plus bas, quoi. Ouais, Ok. exactement. Où exactement? Moi, je suis entre Pau et Bayonne. Ok, d'accord. Ça marche. J'aime beaucoup cette région. J'ai été 2 fois là dans les 2 derniers mois à Biarritz et Ah ben, j'ai trouvé ça bien cool. Ok, d'accord. Donc là, à quel moment est-ce que tu te dis, déjà en premier lieu, parce que j'aime bien parler de cette réflexion qui arrive au tout hmm. départ, à quel moment tu te dis, je sature, j'ai besoin de me barrer à l'étranger. Enfin, je sais même pas, j'ai besoin de me barrer à l'étranger, c'est genre, je veux découvrir un autre truc, j'ai besoin de changement. Pourquoi tu te barres? En fait, j'ai un parcours scolaire très compliqué. Euh, Et c'est pas pour agrémenter le storytelling, vraiment. J'ai un parcours scolaire très, très compliqué. J'ai toujours du mal à trouver ma place dans ce système-là. C'était pas une Ok, question de capacité, mais j'avais juste pas capté pourquoi j'étais là. J'étais content d'aller en cours juste pour être avec les copains, pour pouvoir prendre toutes les options sportives qui étaient possibles. Mais l'école, ça m'intéressait pas. Il y avait juste une seule matière qui me faisait tilter, c'était l'histoire géo. ok, J'ai arrêté de faire le pitre et j'ai arrêté de, de, de- d'envenimer le cours, pour être poli, dès que j'avais un manuel d'histoire ou des cartes de géographie sous les yeux. d'accord. Et ça m'a toujours suivi. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment stimulé, ça m'a vraiment happé. Mais en dehors de tout ça, c'était catastrophique. Collège, lycée, j'ai failli tripler ma quatrième. Chaque passage dans des nouvelles classes c'était soldé d'un conseil de discipline, de renvoi, etc. Donc ça a été très compliqué. C'était jamais méchant, hein, c'était jamais parce que j'ai une très bonne éducation. Mais voilà, j'étais le petit branleur, le petit merdeux qui emmerdait un peu le cours. Mais j'avais des capacités, donc j'arrivais à step up à chaque fois jusqu'à arriver au lycée et au moment où arrive ton bac. C'est là où les choses sérieuses commencent et tu dois trouver un peu une voie. Hmm. Tu vois, personnellement, j'avais jamais voyagé. Le seul voyage que j'avais fait, c'était des voyages linguistiques, mais à partir de j'ai dû prendre l'avion pour la première fois à 17 ans. Euh, Linguistique au travers des cours ou ouais, avec tes parents? Ouais, au travers des au cours, ok. travers des cours, ouais. En fait, redoubler, ça m'a toujours plu, parce que quand tu redoubles ta quatrième, c'est là où il y a les voyages à l'étranger. Et ça m'a permis de faire deux voyages. Smart. Donc j'étais toujours dans les bons plans. Et puis, il y avait aussi une ouverture au lycée où où on pouvait aller faire un échange à l'étranger pendant un mois. Et donc, j'ai Ok. réussi à être Putain, pris. c'est cool. Et en gros, c'était sous forme de classement. Et moi, j'étais dans les derniers. Au niveau du comportement, ça passait pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est les 10 premiers dans le classement. En fait, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, ça les a tétanisés. Et ils ont Hmm. tous give up. Tous, un Ok. par un, ils se sont retirés de ce programme d'échange. Et petit à petit, je suis remonté dans le classement jusqu'à arriver à la dernière place qui pouvait me permettre de partir à l'étranger. Et là, ça a été une révélation parce que un mois sans professeur en Irlande, à Dublin, Ok. tu découvres la vie, quoi. J'ai fêté mes 18 ans là-bas, tu découvres vraiment la vie et, euh, et un peu, ben voilà, là, tu te sens tout puissant, tu te sens libre, invincible. Et Mais c'est là attends, où le premier déclic. c'était ton voyage linguistique de quatrième? Non, ça c'était en première. Ah, j'allais dire, t'avais 18 piges en quatrième, t'as retapé Non, un non, non, paquet de non, non, fois, hein, non. mais... Ok. Non, non, Donc tu la démarres vraie comme expérience ça. à l'étranger, ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est au lycée qui te permettent de partir aussi comme ça. Ouais. Tu pars un mois à Dublin et c'est sous format d'échange ou C'est, tu dors chez l'habitant? Comment ça marche? t'atterris dans une famille et en fait, moi Ok. j'étais en lycée professionnel, commerce.
Et donc, en fait, durant la journée, je travaillais dans une boutique. Et puis, j'étais avec d'autres personnes qui étaient là. Et à côté, on avait des cours d'anglais. Ok. Eh ben, c'est un putain de start, ça, c'est Ouais, c'est agréable. Je suis cool. agréablement surpris de voir qu'il y a certains cursus scolaires qui permettent de faire ça. C'était il y a combien de temps? Parce que tu as combien aujourd'hui? 27 ans, un truc comme Ouais, ça? c'est ça, c'est ça. C'est ça, ok. Tu vois, c'est Ouais, un une petite genre dizaine d'années. ça s'appelle le programme Leonardo et c'est un genre d'Erasmus un peu avancé pour des personnes un peu plus jeunes Ok, qui sont pas encore capté. en cursus supérieur. Cool. Mais c'est top, c'est vraiment bien. Puis Dublin pour débarquer, c'est cool, c'est euh, Ah, est-ce c'est que top. c'est ça qui donne la flamme qui a fait que tu t'es barré plus loin après? Il y avait toujours cette interrogation de ce que j'allais faire après. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place. Ça l'a magnifié en fait. Qu'est-ce que t'en Ça, ressors du coup de ce un mois comme ça quand tu te barres à Dublin? Quand tu reviens, il se passe quoi dans ta tête? En fait, moi, là où je vis entre les plus grandes villes, elles sont à 2 heures. Donc, Ok. pour faire ses études supérieures, tu es obligé d'aller soit à Toulouse ou soit à Bordeaux. Ça, c'est vraiment pour moi la grande ville. Et donc, j'avais jamais trop connu cette vie urbaine-là. Moi, je viens du fin fond de la campagne. Donc, Mhm. quand je débarque là-bas, en plus, on te donne une bourse, on te donne un planning, mais tu t'organises comme tu veux. Le soir, si tu veux sortir, tu sors. Tu passes d'une vie où tu es en campagne, tu prends le bus pour aller au lycée et tu reviens chez tes parents, à une totale liberté dans une capitale. Et donc, les premières choses que tu as envie de faire, de mon côté, ça a été la débauche. J'avais envie de J'allais dire tester. sortir, boire. C'est ça, exactement. Mais faire des expériences. Faire des expériences, parler aux inconnus, aller draguer des nanas, prendre des cuites, découvrir cette vie, mais à fond. Et donc, en gros, tu te rends compte que dans un mois, il y a eu un condensé de vie que tu n'as même pas fait sur les 10 ans qui viennent de se passer, quoi. Et j'ai toujours été passionné de culture, d'aller comprendre comment les sociétés sont organisées, etc. Et ça a été un premier super déclic, ouais. Ok, trop bien. J'aime bien quand tu dis qu'en un mois, tu vois, tu as condensé Ah ouais. l'équivalent d'une dizaine d'années. C'est généralement ce qui se passe en effet. Et j'espère que ça suffira juste ça pour que les gens se disent il faudrait peut-être que je parte, parce que ça a l'air très cool. Ouais, ouais. Ok, donc là tu rentres, tu sais pas trop où aller, et c'est à quel moment que tu décides de partir plus loin du coup? Donc après, ben, il y a le passage du bac. Ouais. Donc là, sur cette année de terminale, il y a ce côté où on doit être un peu plus sérieux, mais aussi décider de son avenir. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après mes études. Déjà, la voie d'un bac pro commerce, c'était parce que c'était le côté généraliste. Hmm. Parce qu'à la base, moi, je voulais partir dans la sécurité, parce que je pensais qu'il allait y avoir du sport ou des sports de combat, et Ok. que mon quotidien allait être un peu plus cool, quoi. Et en sécurité, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit non, mais ouais, t'as quand même des bons résultats. Va voir la partie commerce. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus généraliste. Donc, ça rassurait aussi mes parents. Et Ouais. puis, t'as des périodes de stage où tu vas mettre le nez dans des entreprises et tu découvres un peu la vraie vie, quoi. Et Mhm. ça calme aussi un peu. C'était intéressant. Et donc, sur la terminale, j'ai un de mes meilleurs amis qui, lui, avait entendu parler d'un fameux mot qui s'appelle le PVT à Ouais, ok. l'étranger. Et donc là, c'était en 2014. C'était pas encore aussi réputé, les PVT à l'étranger. Et on a commencé à mettre le nez dedans, à voir comment ça pouvait être possible de partir à l'étranger. Il y avait l'option du Canada, il y avait l'Amérique du Sud, etc. Mais c'est vrai que bah, l'Australie pouvait permettre d'y aller facilement. Il ne suffisait juste qu'une somme d'argent sur un compte et remplir le visa. Mhm. Et donc, la seule condition pour qu'on parte là-bas, ce qui rassurait nos parents, c'était de faire ce qu'ils appellent Parcoursup maintenant, de quand on revient d'Australie, de reprendre les études, Une césure, ouais. et de quand on arrive là-bas, qu'on soit dans une famille d'accueil et qu'on prenne des cours d'anglais. Ça, Ok. c'était le deal. Une fois que ce deal-là était rempli, ben, on pouvait faire nos bagages. Et donc, honnêtement, je ne sais pas ce que j'allais faire si je partais pas en voyage. Je pense que j'allais essayer de travailler de suite, mais les études supérieures, c'était trop abstrait pour moi. Je comprenais pas ce qu'on allait y faire, ce qu'on allait y faire là-bas. Aucune perspective d'avenir pour un métier quelconque.
Le petit gars paumé de campagne. Vraiment cliché. Mais t'as même pas spécialement besoin d'être perdu en campagne en vrai, Ah hein. oui, Je ouais, ouais, t'accorde ouais. ça, ce truc-là. C'est ce que je reproche au système éducatif français, où je pense qu'en Europe c'est sûrement similaire, mais de demander trop tôt ce qu'on veut faire. Ouais, Et on est en train de se crafter un personnage, on se connaît même pas, et on nous demande déjà quoi faire. Et en effet, le fait de se barrer, ça nous permet de faire ce type d'introspection et d'en connaître un peu plus sur nous, parce que je sais qu'en prenant mon exemple, quand je suis parti vivre à New York à 22 ans, mm, j'avais zéro idée de ce que j'allais faire. mm. Et c'est à travers ces expériences que je me suis drivé vers le coaching sportif et cette envie d'aider les gens. Alors qu'à l'école, jamais de la vie, en fait, Mm. on t'apprend un truc pareil. Donc Ouais. là, tu pars en Australie. C'est ça. Et puis, pour revenir sur l'école, le système éducatif est fait pour récompenser des personnes qui sont sages et qui arrivent à rester assis sur une chaise sans bouger, à apprendre par cœur. Par contre, des personnes qui ont ce besoin d'être en mouvement, qui est le langage du corps humain, mais eux, on va les engueuler alors qu'on marche à contre-courant, quoi. C'est ces personnes-là qui ont besoin de s'exprimer, d'être en mouvement, de bouger. Et moi, j'étais dans cette case-là. J'arrivais pas à rester en place. Et je comprenais pas que ça ne soit pas normal. Et je comprenais pas comment les autres arrivaient aussi à rester assis comme ça, à écouter des heures et des heures et des heures et des heures. Ouais, je te suis. On veut te mouler un peu comme on veut que tu sois au final. T'es un peu un bout de pâte à modeler. On a envie de faire de toi ce que eux ont envie de faire de toi, Mm, mais toi, ce que tu veux, on s'en fout un petit peu. Et c'est un peu la tristesse du mouvement, ouais. Donc, exactement. qu'est-ce qui change dans ton lifestyle, dans ton mindset, je dirais, quand tu arrives en Australie? Comment se passe cette première? Parce que je sais que tu n'as pas fait que ça. Parce que moi, je suis tombé sur un truc où j'ai vu que tu étais dans le milieu polaire. Et là, je me suis dit, ah ouais, le mec, en fait, il a step up un truc, je sais pas ce qu'il est allé faire, mais c'est hyper intéressant. Tu restes combien de temps en Australie? Je suis resté un an. Mais en T'as gros, fait ton année de PVT, ouais, ok, c'est et tu ça. t'es barré. C'est ça. En gros, la transition entre d'où je viens et l'Australie, il n'y a pas eu de grand changement. Déjà, je n'y suis pas allé seul, j'y suis allé avec mon pote. Mais Ouais, avant de partir en Australie, j'étais un gros bringueur. Et j'ai mis le pied en Australie, je suis resté un gros bringueur. J'ai débarqué dans une auberge de jeunesse remplie de Français. Donc clairement, en fait, mon quotidien, à ah part merde. le fait qu'il faisait un peu plus chaud et que les gens parlaient anglais autour de moi, pas gros changement, quoi. Et donc le dépaysement et ce coup vraiment de massue sur la tête, je l'ai eu bien plus tard. Je l'ai pas réalisé au début. Euh, j'ai dépensé toute la somme d'argent que j'avais amené avec moi pour vivre en Australie sur un an, en 3 mois, Ok. à sortir. À sortir, juste sortir. Wow. Ouais, exactement. Je pense que c'était mon objectif, me prendre des grands marbres tous les soirs, sortir. Je rencontrais du monde, mais je rencontrais que des Français. Mais bien plus tard, en fait, voilà, oui, j'avais traversé le monde, mais je n'étais pas sorti de ma zone de confort encore. C'est comme si on Hmm. m'avait pris de mon cocon et on m'avait redéposé dans un cocon qui est une auberge de jeunesse, confortable, avec plein de Français. Le soir, on sort, on boit des coups, etc. Finalement, Entre Français, quoi. rien n'avait changé. Ouais. Exactement. C'est ouf parce que c'est l'expérience que j'ai failli vivre Mm. et qui, grâce à l'expérience New York, m'a fait m'en sortir tout de suite. Parce qu'au départ, j'ai connecté comme ça avec des Français, parce que j'avais personne sur place. Et j'ai fait une soirée avec eux, ça a suffi. Et je me suis rendu compte de dans quoi je mettais le pied. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, il Mm. faut vraiment pas. Il faut que je reste loin. Donc toi, si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment au départ? En fait, si c'était à refaire, je pense que je referais pareil. Parce que c'est ça qui m'a permis après d'être au pied du mur, sans Ok. argent et devoir prendre des décisions sur la suite qu'allait être mon voyage. Mais ouais, j'avais 19 ans, j'étais un petit bébé, ça me rassurait d'avoir des Français, d'aller les suivre la journée. Et en fait, une fois que c'est passé, ben, j'ai dû vraiment les porter, entre guillemets, et faire quelque Hmm. chose de cette année-là, parce que ben, je cherchais pas de travail, je errais, quoi. J'étais en vacances, en fait. J'étais en vacances, alors que le Ouais, but tout de suite. de ce voyage-là, c'était vraiment pas ça. Mais en même temps, j'étais tellement perdu que même en allant là-bas, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'y allais. Je sais que ça me plaisait, je sais que j'avais besoin de partir, mais je sais pas trop ce que j'allais y chercher. Ok. Donc après 3 mois, t'as plus une thune. Il se passe quoi? 3 mois, j'ai plus une thune. Et là, je veux quand même découvrir l'Australie. Et donc, le seul moyen de découvrir l'Australie vraiment sans argent, c'est de faire de l'autostop.
Et donc là, nous, on se dit, mais on est à Perth, tu vois, sur la côte ouest. Et Ok. on se dit, bon, on va pas rester un an là-bas. Il y a quand même Sydney, Melbourne, tout ça à faire sur la côte est. Il faut quand même aller explorer cette région, ça a l'air cool. Mais on n'avait pas d'argent pour un billet d'avion, on voulait pas, on pouvait pas louer de voiture. Et donc le seul moyen, c'était de faire de l'autostop. Donc il y a ce côté un peu insouciance où, en fait, au début, on en rigolait, on se montait un peu la tête avec ça, on se motivait, mais c'était pas sérieux. Et puis il est venu un moment où on a dit, bah, les gars, on le fait, on y va. Vous étiez deux, du coup, à Ouais, faire ouais. ça. Et comment ça se passe? Parce que ça, c'est une expérience que j'ai jamais entendue. Et les tours d'Australie, j'en connais plein qui ont loué des Ouais. vannes, Ouais, enfin, ou ouais, acheté ouais. un van, machin, revendu. Mais là, quand tu pars en autostop, du coup, Ouais. c'est comment tu maîtrises ta destination, quoi. C'est Nous, on savait juste qu'on voulait aller à droite. On ok. voulait aller vers l'est. On va à l'est, les gars. On fait du Et- pouce et puis on monte dans la voiture, on dit à l'est, au plus à l'est possible, et puis on verra. Exactement. Le plus Ok. difficile, c'est de sortir de la ville. On a, avec nos dernières économies, acheté du matos de camping parce qu'on savait Hmm. qu'on allait tôt ou tard se retrouver dans le bush et que là, on allait Ouais. pouvoir camper tranquillement. Moi, ça me faisait pas peur d'aller aborder les gens, d'aller toquer aux portes pour demander à manger. Ça me faisait pas peur. Ok. Et donc on est parti. On est parti. Puis première voiture qui t'amène à la sortie de la ville, puis une deuxième, une troisième, et finalement, en fait, t'arrives à 3, même 4 mois plus tard et t'as rien compris. Tout se C'est un passe truc de ouf. en Combien fait de temps? quatre Combien de temps mois. 4 4 mois, mois ouais. pour aller jusqu'à Sydney. Bon, on a fait des pauses après quand on était dans des villes, on restait une semaine. À des moments pour avoir le gîte et le couvert, on a travaillé chez des gens. Ok. Euh, nous est arrivé énormément d'aventures et en gros, vraiment de ne pas savoir de ce que sera fait ton lendemain fait que ça passe en un éclair. Et là aussi, j'ai reconnu cette sensation où tu as l'impression d'avoir vécu 1000 vies en l'espace de 3-4 mois. Extraordinaire. Ouais. Et je pense que ça a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, parce que, en fait, il y a ce paradoxe où on l'a joué un peu homeless des fois, mais on Ok. savait qu'on l'était pas. Si on avait besoin d'appeler nos parents et d'avoir une chambre d'hôtel, on pouvait l'avoir. Donc on était sur cette, on jouait sur cette ligne-là qui nous permettait d'expérimenter sans être en grand danger. Mais on a quand même joué le jeu à fond de ne pas demander d'aide une seule fois. Donc quand on était à l'abord des villes et dans les campagnes, c'était beaucoup plus simple. On avait souvent un bout de terrain et puis les gens, les Australiens étaient hyper accueillants. Et puis nous, on l'a fait sur la période de Noël aussi. Donc on avait mis le bonnet de Noël. Donc les gens trouvaient ça cool. Et puis quand t'es Frenchie, ça passe partout. Ça passait super bien. Pas eu trop Ok. de problématiques. Par contre, c'est quand on est arrivé dans les grandes villes. Là vraiment, tu peux pas planter ta tente. Donc mais on dormait dans les toilettes publiques, dans les parkings souterrains, Wow. dans la rue, dans les églises. Et puis on essayait de trouver des petits jobs pour se faire un petit peu d'argent et pouvoir partir et continuer notre voyage en autostop. Wow, mec, c'est solide, hein. C'est vraiment, vous l'avez joué. Ouais, Damn! Oh, c'est l'inconfort plus ouais, dormir dans les chiottes publiques, ouais. quoi. J'allais te demander, du coup, quel a été, si t'as une anecdote à sortir, ton challenge, le truc qui a été le plus dur que t'aies rencontré en Australie? Euh, ouais, j'en ai une où en fait il y a la partie le Null Arbor où ça va être une grosse, c'est le désert en Australie en fait, Hmm. et cette partie-là, elle se traverse qu'en one shot. En gros, Ok, si on te dépose sur le côté en plein milieu, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que les gens le traversent directement, où tu as une grosse station-service au début, au milieu et à la fin. Et ça, c'est hyper emprunté par des gros trucks qui, eux, tracent et roulent la nuit. Et donc, nous, on savait que pour traverser cette partie-là, il fallait qu'on tope un lift de 24 heures. ok. Obligatoire. Et donc, on a réussi à trouver un Néo-Zélandais qui était vraiment pas d'accord de nous prendre au début, mais on lui a pas forcément laissé trop le choix. En fait, on avait déjà mis nos affaires On lui a mis le dans son couteau camion. sous la gorge. On avait déjà presque mis nos affaires dans son camion.
et je pense qu'on devait faire pitié aussi. Donc, lui, il nous a pris. Et puis, après, ouais, la moitié, après 11 heures de route, il nous dépose dans une station-service et il dit, ben voilà, moi je vais manger un coup. Nous, on en profite pour aller aux toilettes, tout ça, se laver un petit peu le visage. Et puis là, on revient, il est parti. Mais sans vos affaires. Non, sans nos affaires, on a tout pris. Il est Ouais, ouais, parti. ok. Il est parti. Ouais, et dis Il est attends, les deux parti. là, c'est bon, les Ouais, clowns. exactement. Exactement. Donc là, on dort dans la station-service et puis on tombe sur des personnes, c'est refus, 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 refus. Une seule solution, c'est de se séparer. Ok. Et on se dit, bon, ben nous, on se retrouve à Adélaïde, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, mais on va être obligé de se séparer parce qu'il y a souvent qu'une place et ça fera moins peur parce on avait des énormes sacs à dos, un derrière, un devant. Moi, je me baladais avec un ballon de foot et tout. Vraiment, on ressemblait à rien. Là, on n'était vraiment pas minimaliste hein, dans Ouais. nos déplacements. Ah, Et, et puis en euh, et plus, vous étiez pas là, des meufs, quoi. Parce que des ouais, bah, meufs en exact. stop, c'est bon, Bah ça oui. passe tout seul. Et là, on se fait. Mon pote se fait prendre par quelqu'un et moi, je me fais prendre par une nonne, par une Ok. qui, euh, avec qui ça se passe très bien. Et puis, je lui fais croire que j'étais un croyant, mais plus, 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 quoi. Ah, j'aime trop dans la direction à laquelle ça part, cette histoire. Mais parce que là, j'avais trop peur. Je me dis, c'est pas possible. En fait, je psychotais. Je me dis, faut Mhm. vraiment que tu mesures tes mots. Elle, c'est, elle, elle, comment dire, elle vit pour Dieu, elle prêche sa parole. Si vraiment je sors une connerie en anglais qui va pas, parce qu'elle me posait plein de questions, elle est capable de me laisser sur le bas-côté. Donc là, j'ai joué mon parfait chrétien, etc. J'ai dit que j'ai baptisé, communion, voilà, voilà, jusqu'à arriver au moment où elle me dépose à l'entrée de la ville. Et cette dame-là, pour que je puisse m'en sortir et continuer, elle m'a donné un petit peu d'argent. Donc Waouh. ouais, donc c'était vraiment vraiment cool et ça nous a permis ben, le soir, on s'est retrouvé avec mon pote dans le plus grand parc de la ville, on communiquait même pas et de pouvoir continuer notre Comment vous périple. avez fait du coup avec vous aviez des téléphones, des forfaits, comment vous avez repris contact? Ben je crois que nous, moi j'avais pas de forfait et on faisait c'était les, Wi-Fi. les Macas, les Wi-Fi dans les McDo. Ok. On disait Ah, ben ah, voilà mais là je là, suis dans un Macas, qu'est-ce qu'il me Macas, dit? ouais, Mais ça ouais, s'appelle les Macas, Macas, bien Macas. sûr, ouais, Et on chopait des spots Wi-Fi et on s'écrivait comme ça, là j'arrive. Ça, c'était une partie. Mais en fait, le plus compliqué, c'est que des fois, tu as des portions de 10 heures de route et puis on était laissé sur le bas-côté. Et un jour, tu as un mec qui passe, il me dit, les gars, c'est très dangereux de rester là parce qu'il va faire très chaud. Vous pouvez pas planter votre tente aux alentours parce qu'en Australie, il y a des forêts mais qui sont toxiques. Je sais plus trop pourquoi. Et, ok. euh, et le mec, il voit qu'on part et qu'on n'a pas bougé. Et c'était un vendeur de poissons. Et le mec, il est repassé le lendemain. Donc nous, on n'avait pas dormi, on était resté debout à faire du stop toute la nuit. Il nous avait donné un peu de poisson surgelé. Il a dit, ben, je vous donne à manger, les gars. Et par contre, je repasse et en gros, je veux plus vous voir. Et le mec, il est repassé et nous, on n'avait pas avancé. Et il a dit, bon, Hmm. mais venez, venez chez moi. Et là, on est arrivé dans son ranch incroyable. Et C'est puis le mec, impressionnant. on lui a dit, bon, mais nous, on te fait tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, on te le fait. Et puis il nous a trouvé deux, trois bricoles à faire. J'ai mon pote qui s'est retrouvé à tondre des brebis. Moi, j'ai fait un petit peu de bricolage. Et puis finalement, on a pu passer Noël avec cette famille-là. Il nous a vraiment accueillis. Ce qui fait que des fois, on avait des sauts de puce, mais des fois, ben, on arrivait à des endroits où on restait pendant une semaine, 2 semaines. On n'avait pas forcément d'objectif particulier en termes de temps. Donc, Ouais. c'était vraiment, vraiment kiffant. Et là, moi, j'ai totalement oublié la France, mes amis, tout ça. J'étais complètement pris dans l'aventure. J'avais l'impression de vivre Pékin Express. Et on n'était pas autant scotché sur les réseaux aussi en 2014. Ouais. Donc, on était sur l'instant présent à fond, à fond, à fond. On s'ennuyait et ça faisait du bien de s'ennuyer et d'observer dans les environnements où on était. Donc, franchement, c'était une expérience incroyable. Mec, c'est trop cool. J'adore ça. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'anecdote, de story. C'est extraordinaire. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui en a chié comme ça en Australie. Là, c'est du dans le dur. Ah, mais Vraiment dans le dur. Vous vous êtes j'ai mis dedans volontairement, hein, mais, Ouais, j'ai mais profité vraiment bien. du, j'ai profité du système et tu peux vraiment.
profiter facilement. Quand tu arrives là-bas, tu te sens le roi, les auberges de jeunesse, les bars, tout ça. Et puis non, non, il fallait quand même Ouais, mais voir autre tu chose. dis profiter du système. Je pense que cette expression en France, en tout cas, elle veut Oui, pas dire la même chose, oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas les aides ou les conneries. Mais là, ça montre aussi ce libéralisme où les gens sont très communautaires. ouais, Là-bas, ils t'accueillent chez eux. Il y a c'est ouf, pas. Moi, ça me fait halluciner. Je rêve de cette mentalité, mais elle est c'est juste ouf. pas applicable ici et ça m'attriste. Tu vois, c'est pour ça aussi que je jump ship et je m'en vais là dans 2 semaines Mm, littéralement. Mais c'est incroyable, mec. Je mm. suis refait de ton histoire. Je l'ai vécu en même temps que tu me l'as raconté. Là, c'était fou. J'adore le Non, et storytelling et je puis, me projette dans le truc. Puis en fait, il fait chaud, il fait bon tout le temps, il fait beau, donc il y a ce côté où c'est excitant de savoir où tu vas dormir le soir. Et puis ouais, bah allez, tu passes une nuit dans des chiottes publiques, tu passes une nuit dans des chiottes publiques, tu la loques toute la nuit, ça fait chier celui qui veut l'utiliser, mais t'es insouciant. Et puis voilà, si demain t'as une galère, bah, t'appelles ta famille, ils t'envoient un peu d'argent, donc ça nous Mm. permettait aussi de vivre le côté à 100%. Le plus dur, c'est quand t'es vraiment, ben, Melbourne, ça a été très compliqué, quoi. T'arrives dans une métropole et là t'as pas des parcs où tu peux dormir parce qu'ils sont déjà pris, Ok. notamment les parcs, avec Ah ouais. ben, toutes les Les communautés aussi clochards. aborigènes. Ah ok, Euh, d'accord. et donc, puis là, tu as vraiment des vrais homeless. Donc, tu te mets pas où tu veux non plus, quoi. Donc, nous, on dormait Un souvent peu moins safe. ouais, dans les parcs au Et vous bord êtes de déjà la arrivé mer. une couille comme ça ou à vous faire voler du stuff ou On s'est la jamais fait voler meute de quoi. matériel parce qu'on dormait vraiment avec serré. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est que il y a des charity restaurants là-bas, Hmm. des restaurants de charité où tu vas et en fait tu donnes ce que tu veux. Ok. Et à Melbourne, on mangeait là-bas, sauf que voilà, bon, on donnait pas grand-chose, mais ça nous permettait de manger et puis la journée, on dormait dans la bibliothèque parce que ben, on dormait pas la nuit parce que c'était trop trop chaud. On faisait des mini siestes et Ok. on se connectait sur le site. Je sais plus comment il s'appelle ce site pour trouver du travail. C'était Euh, Gumtree? sur Gumtree exactement, pour Ouais. essayer de trouver des petites missions à la journée. Et donc là, ben, on a fait mille boulot quoi. Tu finis, tu travailles sur les toits, tu finis maçon, tu travailles dans l'événementiel, dans les restos, tu fais tout quoi. Mais c'est ça qui est intéressant parce que tu as cette possibilité-là, comme tu es payé à la semaine, mais tu peux pouvoir te refaire la cerise en fait. Donc, Ok. ça, c'est incroyable parce que tu taffes, on te donne ton argent une semaine et tu dis, bon, C'est trop allez, bien ça. là, je peux aller dormir quelque part. Donc, c'est cool. Franchement, c'est T'as pas cool. un mois à attendre. Ça te Ouais, permet vraiment de vivre. Bon, c'est le ouais, vrai ça, c'est trop paycheck to bien. paycheck, Ça. mais c'est au moins ça te permet de vivre l'aventure que tu pourrais pas en Puis, tu effet si t'étais fais, tu payé fais par deux, mois. Ouais. tu fais deux, trois jobs et t'es très bien payé en plus, hein. Franchement, Ouais. c'est ça qui est Dans cool le en bâtiment, Australie. ouais, c'est Ouais, clair. ouais, c'est trop bien. Trop cool. Du coup, là, tu as vraiment vécu l'adversité sur cette année-là, mais ça t'a quand même chamboulé et je pense appris énormément de choses en rapport avec ce que tu me disais Mm, auparavant, où tu étais complètement perdu. Donc, on arrive au moment où tu rentres, tu finis ton PVT. mm. Dans ta tête, il se passe quoi? C'était très dur. C'était très dur. Et encore une fois, là, j'ai mes démons qui sont ressortis un petit peu. Les démons, les gens vont Ok. croire que je suis alcoolique. Mais faut comprendre que dans le sud-ouest de la France, vraiment, c'est C'est les très, férias. c'est très compliqué. C'est très compliqué l'été. L'été, il y a un pèlerinage qui s'engage, qui peut commencer très tôt en fonction des villages où on est. Mais à partir de fin mars, avril, tous les villages sont en fête jusqu'à septembre. Et donc, tous les Putain. week-ends, tu peux avoir des bringues. Et moi, je suis rentré à cette période-là. J'avais mes meilleurs amis. Et puis, en fait, bah, j'étais reparti dans la spirale où je n'ai fait que sortir, je pense, pendant 3 mois parce que j'étais encore dans l'euphorie un peu de rentrer. Et donc, je vivais chez mes parents. Donc, ouais, je dépensais qu'en soirée, je bossais pas. Et là, c'était très dur parce que la promesse de septembre de mes parents pour Hmm. reprendre ses études, je me rappelle que j'étais dans des férias et puis j'ai dit, bon, ben, allez, mon meilleur pote avec qui on était en Australie, tu vas où toi? Je dis, ben, moi j'ai trouvé une école à Toulouse. J'ai dit, bon, ben, je vais m'inscrire à l'université aussi à Toulouse et ouais, on va voir quoi. Ok. Et du coup, vous avez fait ça. Ouais, c'est ça, moi j'ai pris mon appart au-dessus de son école. Ok. Mais au-dessus de son école, ça veut dire que toi, t'étais pas pris? Non, moi je me suis assuré d'aller dans un endroit où je pouvais vraiment être pris de manière gratuite, c'était la fac, l'université. Ok. Donc, tu Je commences voulais, la fac. j'étais encore trop perdu
pour payer des études sup. Moi, mon pote, Ouais. durant son voyage en Australie, il a trouvé sa voie, il est parti dans le commerce international et aujourd'hui, Ok. il a un très bon poste, il est toujours dans ça. Mais moi, j'étais perdu. Et en fait, j'ai vu qu'à la fac, je pouvais m'inscrire à énormément d'activités sportives. Et donc, à la fac, j'ai choisi de partir en licence d'histoire de l'art, d'histoire géo et d'histoire géo. Ok. Des trucs en plus où tu sais pas trop ce que tu vas faire après, quoi. Pas du tout. En gros, j'ai pris la Ouais. seule matière que j'aimais au collège et au lycée, l'histoire géo. Et j'ai dit, bon, ben, j'ai essayé de faire ça. Ok, d'accord. C'est marrant parce que là, on arrive sur un fil où moi, je me projette, où je te vois guide dans l'Arctique, enfin Ouais. dans le polaire. Et là, tu me dis que tu es à la fac et tu sais pas ce que tu fais et tu étudies Non, l'histoire géo. ouais, c'est ça. Elle se passe où? Il y a une cassure quelque part, une transition énorme. Elle est Ouais. où? Et ben, en gros, je vis ma vie d'étudiant à Toulouse. Donc, je vis très bien ma vie, quoi, avec beaucoup de soirées étudiantes. C'est la débauche. La fac, ça dure même pas 2 semestres. Ça se passe très vite. Au début, je vais en cours et puis après, j'y vais de moins en moins. Et puis, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et Ouais, puis finalement, je me rappelle parce que c'était lors des attentats. Ça, je me rappelle très bien de cette journée. Euh, Bon, j'étais hygiène de vie, je comprenais rien, je savais même pas comment ça marchait. Je faisais du sport, mais j'allais pas à la salle, j'avais pas adapté ma nutrition, je faisais juste du sport, quoi. Je m'étais inscrit à la piscine, au foot, au sport co de l'université, mais j'étais vraiment pas dans ce mindset que j'ai aujourd'hui. ok. Et je me rappelle, j'étais très fatigué parce que je sortais beaucoup. Et c'était la journée où il y avait eu les attentats au Stade de France. D'accord. Et il y avait eu ce climat qui était hyper, ce climat ambiant qui était très lourd à ce moment-là. Et je me rappelle être tout seul dans mon appart et choper un blues de fou, un cafard, mais un cafard de fou parce que ben là, cette période-là, t'avais plus trop envie de sortir. T'avais pas envie d'aller faire la fête le soir. Et je me rappelle, j'étais resté vraiment une semaine chez moi. Je consommais beaucoup les informations, scotché devant BFM, tout ça. Donc là, ça entretient aussi ton circuit de côté un peu mini dépression avec le climat ambiant. Hmm. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. J'ai pas envie de faire ça. L'Australie, ça me manque trop. J'ai assez profité. Il faut vraiment que je me prenne en main. Mais là, j'ai pioché dans toutes mes économies. Je peux pas demander à mes parents de m'aider encore pour un voyage. Faut que je fasse quelque chose. Et donc, je suis rentré vivre chez mes parents et je me suis inscrit dans une boîte d'intérim. Et là, j'ai fait les 3-8 dans une usine. Et c'est là où Waouh. Putain, dur. j'ai pris le coup de coude dans la mâchoire, quoi. Ouais, c'est là où tu t'es dit, il faut vraiment que je trouve ma voie parce que c'est pas Ouais. possible de vivre comme ça. Et à ce moment-là, en gros, pendant que j'étais à Toulouse, je me dis, bon, il y avait l'essor d'Internet. J'avais déjà maturé l'idée de vouloir. Je suivais beaucoup. Ben, c'est marrant, ça va te parler parce que tu as fait une interview avec lui, avec Alex Viseo. Hmm. J'étais un gros consommateur de son contenu. Je Ok, consommais aussi énormément le contenu d'Antoine BM à l'époque. ok. Donc il y avait ce côté-là où ça me faisait rêver leur vie en fait. Je me dis putain les mecs, ce mot liberté, maintenant avec l'infoprenariat c'est encore plus présent. Mais à l'époque ça me faisait briller les yeux. Je me disais mais je suis incapable de faire ça. J'ai à peine un bac. Je suis pas bon dans les études. Je suis incapable de pouvoir avoir cette vie-là. Je suis pas du tout entrepreneur quoi. Hmm. Et donc là, j'atterris à l'usine. Donc là, c'est les 3-8. Tu fais 5h, 13h, 13h, 21h et 21h, 5h du matin. Puis tu as 4 Putain. jours de repos. Donc vraiment, ton rythme circadien, il est éclaté. Et moi, mon job, c'était de faire je surveillais des machines, donc de la maintenance industrielle. Donc tu n'es même pas trop dans l'opérationnel, quoi. Tu surveilles au cas où. Dans une usine qui fait les petits opercules de canettes Red Bull et Coca. Et Ok. donc, c'était ça. Taf de nuit, et puis la journée, et puis le matin. Et puis, en fait, c'est dans un vacarme hyper assourdissant. Il y a beaucoup de bruit. Et donc, j'étais éclaté. Et donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Faut que je me bouge. Et donc, avec l'argent que faisais à l'usine, je me suis dit, bon, mais je vais voir sur Internet comment on peut apprendre des choses sans faire des études. C'est là que j'ai Ok. découvert les formations en ligne. Et donc, Intéressant.
j'avais toujours cette idée un peu comme Alex Viseo de faire un peu blogueur, voyage, tout ça. Et donc, par contre, en Australie, j'avais écrit plein de choses. J'avais écrit tous les récits de mon aventure, de ce qui s'était passé. Et je me suis toujours dit Ok. qu'un jour, j'en ferais quelque chose. Euh, je- un jour, j'en ferai quoi, je sais pas. Je dis au moins ça peut faire kiffer mes parents et mes grands-parents si je leur raconte ça, c'est déjà bien. Mais j'avais ces écrits-là de côté. Et là, je suis tombé sur une formation sur Internet. Ça s'appelait Ryan Le Sac à dos. Comment devenir blogueur voyage et en gros avoir la liberté et la liberté financière en créant un blog de voyage. En 2000, c'était quoi? 2000, ouais, 2015-2016, c'était tout récent, quoi. Ah, c'est marrant, j'ai écrit un blog de voyage en 2016 aussi. Mais voilà. Il a jamais. Après, je crois que j'ai arrêté le nom de domaine. Il est mort en fait, le truc. Ouais, J'essayais même de pareil. retrouver les archives, je n'ai même pas retrouvé. Mais je me suis dit, ça peut être cool. Mais en effet, je comprends la vibe à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ouais, parce que sur YouTube, il y a beaucoup de contenu ben, sur le voyage. Il n'y a pas tout ce contenu sur toutes les thématiques. C'était surtout sport et voyage. Donc, ouais, je voulais me lancer dans ça et je me dis, bon, ben, là, je suis à l'usine, je me fais un peu d'argent. J'utiliserai bien cet argent pour partir en voyage et raconter ce qui m'arrive sur mon blog. Donc, Ouais. entre-temps, je me forme avec la formation. Je galère sur WordPress à faire mon propre site internet, à essayer de créer le blog, page Insta, etc. Et puis, il faut bien que je parte pour mon premier voyage. Donc là, je décide de partir en Écosse. Ok. Ouais, j'adore le Royaume-Uni. Vraiment, cette vibe-là, cette mentalité, j'aime beaucoup. Et donc, j'avais en tête les décors d'Harry Potter qui me fascinaient. Et j'avais envie d'aller explorer Terrible. cette région-là. Et donc, je me suis inscrit sur un site de woofing où j'ai pu d'abord faire un mois chez l'habitant, où là, ben, j'entretenais son potager et puis lui, gîte et le couvert en échange. Ça, Ouais, c'était le dans le... woofing, pour quelqu'un qui connaît Ouais, pas, pardon, ouais. c'est ce que tu viens de dire, c'est de prendre soin du coup du potentiellement du potager des gens ou de bosser chez eux, quoi. C'est ça. Il y a, il y a trois sites qui sont très connus pour ça. Il y a Workaway, Helpex et ben, Woofing. En fonction des sites, il y en a où c'est plus pour travailler dans les jardins, dans la nature, dans le milieu agricole. Et puis d'autres où c'est pour faire, des fois, juste une aide et une présence. On peut avoir le gîte et le couvert en échange. Donc ça permet de poser ses valises, de pas dépenser trop d'argent et puis de pratiquer aussi la langue. Donc moi, j'atterris d'abord, le but c'était de monter en Écosse, donc j'atterris en plein milieu de l'Angleterre, dans la campagne anglaise, dans le Mhm. Lincolnshire, et je fais un mois Ok. là-bas. Et puis après, je trouve un autre woofing à Inverness, au nord de l'Écosse, où là, je travaillais dans des yurts. Donc c'était un business de yurts. Et donc là, c'était perdu dans la campagne où je m'occupais de yurts Attends, pendant... attends. C'est quoi des yurts? Des yurts, c'est des habitations mongoles. Ah oui, ok, ok. Ouais, Putain. des yurts. Ok, ok. Donc Il y a ça là-bas. c'est un business d'Airbnb sur une colline magnifique. D'accord, ok. Et moi, je m'occupais du domaine, des yurts, etc., du ménage, d'accueillir les touristes, etc. Et là, à l'époque, je lisais énormément de romans d'aventure. Et je me dis, bon, mais c'est cool ton woofing, c'est intéressant, tu as raconté ça, travailler dans les yurts aussi, mais c'est pas l'article qui va te faire exploser, quoi. Il faudrait que tu fasses un truc un peu plus stylé. Et là, Et tu avais déjà commencé du coup à beaucoup écrire? j'écrivais, mais je postais presque pas. D'accord. Là, moi, j'étais le syndrome de l'imposteur. Ouais, Déjà, j'allais te dire, mon, t'osais pas j'osais mettre en pas. public. Hmm. J'ai bloqué tout mon entourage pour pas qu'ils découvrent mon Instagram, parce que des fois, quand tu es ami avec une personne et que cette personne crée une nouvelle page, elle s'affiche Ouais. cette page. J'ai bloqué tout le monde. Ah, Puis, cette tristesse en ouais, vrai. ouais, j'avais Putain. un nom rincé en plus. Mon blog s'appelait Voyageusement Sport, Ok, parce que j'aimais le voyage et le sport. sans blague. C'était rincé, mais par contre, c'était pas mal pour les mots-clés. Mais je l'avais Ok. caché de tout le monde, quoi. J'avais tellement honte. Dit celui-ci, blog de voyage. Mais qu'est-ce qu'il fait Anto? Anto, c'est le mec qu'on voit en soirée, c'est le mec qu'on voit bourré, tout ça. Dans mon village, c'est cette image-là qu'ils avaient. J'avais une image de branleur. Donc, les gens, ils voient ce côté-là à l'opposé. Et le mec, il se prend pour un écrivain, ça lui va pas du tout. Ok. Et Sympathique. exact.
Et donc ben là, j'ai voulu trouver quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et donc, en Écosse, il y a un grand sentier qui s'appelle le West Highland Way, qui permet de traverser tout le nord de l'Écosse et une partie de l'Écosse à pied. Ok. Et donc, c'est là où tu passes dans tous les paysages d'Harry Potter, avec les collines. C'est là où tu passes Ouais, c'est incroyable. sous le pont avec Le train. le train qui passe, exactement. C'est là-bas? Ouais, c'est là-bas. Putain, je me demandais où c'était ce truc, ouais. Ouais, C'est au nord de l'Écosse. ouais, exactement. C'est dans les Highlands. C'est là où tu as le Loch Ness et tout. Ok. Et là, J'ai jamais mis les pieds là-bas. il y a un chemin qui permet de traverser à pied. Et c'est là Génialissime. où j'ai découvert l'univers des randonnées et bah, du tourisme sportif, quoi. Parce que voilà, Hmm. c'est une traversée. Donc j'ai fait un peu d'autostop aussi pour me rendre au début de ce sentier-là. Mais je connaissais rien à la rando, quoi. Je ne connaissais rien à la rando. Je me rappelle, j'avais acheté une formation en ligne d'Antoine BM, comment voyager léger, pour essayer d'avoir des astuces pour réduire mon sac à dos. Mais, euh, mais j'avais même pas acheté des chaussures de rando. J'étais en sneaker, chaussures qui n'étaient pas imperméables, jogging, sac à Ah dos ouais, à pas l'avant, ouf. sac à dos à l'arrière. Puis le problème, c'est qu'en Écosse, il pleut quand même 5 jours sur 7. Ouais. Et là, j'ai vécu un enfer, un enfer, un enfer, un enfer, un enfer parce que les gens s'arrêtaient, ils me disaient, mais c'est pas possible d'être aussi chargé, quoi. C'est pas possible. Il y en a, je les croisais, ils étaient ultra light. Ils préparaient comme quand ils vont faire la traversée de la Corse ou des Pyrénées, ils planifient ça à l'avance, ultra Mhm. light, etc. Moi, c'est décidé sur un coup de tête. Mais c'était hyper intéressant parce que là, j'étais tout seul, pour le coup. Et marcher toute la journée seul avec, je sais pas combien j'avais de kilos sur le dos, mais c'était très dur. J'avais envie d'abandonner dès le deuxième kilomètre. Ça a commencé à cultiver ben, l'étincelle de résilience qui était déjà apparue en Australie, par exemple. Et là, D'accord. ça a été, ça a été vraiment le côté mental pour la première fois. J'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais c'était les premiers moments où je pouvais me parler à moi-même, et me dire, allez, tu t'accroches, accroche-toi, vas-y, avance un kilomètre après kilomètre, l'arrivée n'est plus trop loin, etc., etc. Donc ça a été très, très introspectif tout ça. C'est ouf. Qu'est-ce qui t'a mis dans le fait de te mettre dans ce type de circonstances qui sont évidemment désavantageuses et difficiles? T'aurais pu dire, vas-y, ça me casse les couilles, je rentre chez moi. Je pense qu'il y a le côté aussi où j'étais face à ma vérité de vouloir, il faut bien que j'écrive quelque chose. Et puis je pense qu'il y a une part d'ego à dire autant faire quelque chose de stylé. Dire ah il a réussi Ok. ça, il est capable de. Et je pense que j'ai beaucoup couru aussi après ça. Ah, il a été capable de faire ça. Ah, waouh, c'est trop bien. Parce que ouais, ben là, c'est plus le branleur. Ah oui, t'as fait ça. Waouh, c'est fou. Je pense que j'ai aussi, en marchant, j'avais envie de cultiver ça, ce côté, faire plaisir à mon ego, de me dire, ben, je suis capable de. Ouais. Ok, super intéressant. C'est ouf, hein, parce que c'est. Tu sais, j'avais parlé de l'histoire du blues quand tu arrives à Mm. l'étranger, que généralement, bah, t'as au départ, les 2-3 premiers jours sont un peu compliqués, le temps de Ouais. t'acclimater. Il y en a qui lâchent l'affaire très vite. Et là, on dirait que volontairement, tu te fous dans des situations où tu vas à rock bottom, vraiment tout en bas. Et comme ça, on verra comment je remonte, mais je lâche pas l'affaire. Et ça, je trouve que c'est Ouais. déjà exemplaire. Tu commences comme ça et c'est chaud. Mais Et j'ai pas une, en fait, j'ai pas une histoire de vie qui m'amène en bas naturellement. J'ai une très bah, bonne ouais, c'est éducation. Mes ça. parents sont hyper présents. Je m'entends très bien avec eux. Mes parents sont toujours ensemble. J'ai une super famille, des super amis. Tout va bien en vrai. Tout va bien. Ouais. Il y a que moi qui fais le branleur de mon côté, quoi. Donc c'est pour ça que bah, il faut que j'aille le chercher, cette Ok. sensation-là. Il faut que j'y aille par moi-même parce que sinon, le confort, je peux l'avoir facilement. Hmm. C'est cool, c'est un bon point que tu sors là. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont prôner l'inverse. Je viens d'en bas, j'ai connu ça, ça, ça et ça. Et il y a des personnes qui peuvent culpabiliser de, ben moi ça va, c'est ok, je suis dans le confort. Mais tu peux te Hmm. sortir de là et aller le chercher naturellement. Ouais. Donc de là, donc ce périple en Écosse, il dure combien de temps? Il dure 2 mois et demi. 2 mois et demi, tu fais quoi après? Après, là déjà, le blog il se termine.
Et c'est là où je me dis, D'accord. Il ouais, n'a pas commencé encore, mais fini. il y a eu quelques articles. J'étais en Europe de l'Est, mais plus du tourisme classique, où j'essayais de trouver des choses insolites à faire dans des villes, des capitales européennes, tout ça. Mais c'était Ok. flingué, je savais pas faire du SEO, du référencement, ça m'a saoulé. Et ça t'a pas pris non plus de pick up une caméra et de faire du vlog au lieu de Non, bloguer, quoi. non, Ouais. non, impossible de me montrer devant une caméra, le regard des autres, trop compliqué, tétanisé, vraiment Ouais, tétanisé j'étais de ça. pareil sur cette année-là. Ouais. Tétanisé de ça. Et donc, vraiment, le blog, je m'assurais que ça soit que des photos de voyage et à aucun moment, même sur mon Insta, on puisse savoir que c'est moi. Ça, il fallait que je m'en assure, Ah, le blog, il n'y avait pas ton image. pas mon image. Je voulais Ok. vraiment que ça soit, que les gens se disent que c'est un voyageur, mais ils savent pas que c'est moi. Tu signais Anthony ou t'avais un J'avais pseudo signé, non, genre. j'avais signé Anthony, ouais, mais j'avais pas signé mon Ok, nom. ok. Ah, c'est ouf, hein. Ouais, Parce que là, tu te dis à cette époque-là, quand tu étais sur une période où il y avait peu de monde, comme Alex Viseo faisait justement, où il a t'avais un pick up sa boulevard. caméra. Un boulevard, exactement, ouais. Tu vois qui c'est, Iman Gadzi? Ah oui, Tout le monde voit à peu près oui, qui oui, c'est oui, aujourd'hui, oui. le mec, 3 millions d'abonnés. Eh ben, c'était mon pote quand il avait 15 ans, quand il avait pas une thune, et c'est lui qui m'a fait acheter ma première caméra. Ouais, C'est ça qui est impressionnant. Et j'étais comme toi, j'avais un blog, et je faisais un extrait, enfin un article de temps en temps. En plus, je les faisais en français et en ouais, anglais. Je me ouais. faisais chier pour rien. Et il me fait, qu'est-ce que tu fais? Achète une caméra. Et le mec il venait d'avoir 16 ans, je crois. Ouais, Ouais, c'était 2016. Donc, ouais, il avait 16 piges. Parce qu'il est de janvier 2000, lui. Impressionnant. Et puis aujourd'hui, il pèse putain, 100 millions de dollars. Impressionnant. Mais c'est grâce à lui. Ouais. ça, Et c'est c'est là ouf. où tu te dis, en fait, il est jamais trop tard. Dans Ouais. le sens où, putain, tellement j'entends des gens qui veulent démarrer un truc comme ça, de se dire allez, mais non, mais il faut se filmer, machin. Hmm. Mais gros, commence tout de suite parce que ça deviendra, Ouais. ça sera jamais facile dès le début. Hmm. Au plus tu vas pratiquer, au plus ça le deviendra. Mais au départ, c'est mort. Au départ, tu vas en chier dans tous les cas. Donc autant commencer tout de suite. Tu te mets tout de suite dans l'inconfort et puis c'est parti, quoi. Et donc ton blog, tu fermes les portes. Ouais, je ferme les portes pardon, de Voyageusement Sport. Gros drame. Et puis là, c'est là où j'ai cette réflexion. Faut que je me trouve un métier dans le tourisme. C'est sûr, je vais aller dans cette voie-là. C'est le cliché d'être piqué par le virus du voyage, mais vraiment, ouais, je me sentais à Bah, ma j'allais place. dire, hein, t'as bien démarré. Est-ce que t'as Ouais. été piqué par ça? Et Ah c'est ouais, généralement ce qui se passe, hein. c'est Tu ça. commences, tu t'arrêtes plus. C'est exactement ça. Moi, je peux rester des heures devant une carte du monde à regarder les géographies, les reliefs, à prendre Google Street View, aller à des endroits du monde pour voir comment c'est. J'adore ça, ça me stimule. Et donc là, je décide de passer un diplôme qui est à ma portée. On commence tranquille, le BAFA. Je dis, je vais pas. Ok, Donc, non, animateur. animateur. Mais j'avais vu que le BAFA permettait, sur la seconde année, je sais plus comment c'est fait les modules, mais il y a un module qui permet d'accompagner des voyages linguistiques à l'étranger pour accompagner des Hein. ados. Et donc ça, c'était mon but. J'ai passé mon BAFA, puis je me suis spécialisé dans les voyages linguistiques, et c'est là où j'ai pu faire et être embauché pour guider et accompagner des ados et des jeunes sur des destinations linguistiques à l'étranger. Donc j'ai commencé Hmm. par mon premier séjour qui a été d'accompagner un groupe à Londres, et puis un deuxième séjour à Londres, et puis après un troisième séjour à Malte, et puis ainsi de suite. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui étaient aussi accompagnants, mais qui avaient passé le diplôme supérieur, qui était le diplôme de guide accompagnateur de voyage. Ok. Et, Ah, ça c'est au-dessus du BAFA, ok. c'est en gros le BAFA, ça reste animateur. Hmm, Mais hmm. j'ai rencontré des personnes qui avaient passé le titre dans une école de tourisme et qui m'a dit, bah, tu sais, c'est un vrai métier, accompagner des personnes. Et à cette école-là qui le propose, c'est une formation professionnelle et qui te permettra après bah, d'accompagner des adultes et d'en faire ton métier. Ok. Et avec chance, cette école-là était à Toulouse. Donc je me suis inscrit et puis j'ai remis mes fesses sur les bancs de l'école. Et c'est là où j'ai vraiment été pour la première fois sérieux et passionné. Et, euh, et j'ai tout explosé en cours. Ce côté où Ouais. j'avais fui ça, là j'étais le plus heureux d'aller en cours. Parce que tu avais des cours d'histoire de l'art, des cours de géographie, des cours sur le voyage. C'était incroyable. Et j'ai tout donné, et je me suis passionné, et j'étais le meilleur, honnêtement, parce que j'avais tellement d'énergie de côté pour étudier, parce que je l'avais tellement pas fait pendant des années, que là, j'ai eu ce déclic de dire, ah ouais, mais c'est ça en fait apprendre, c'est ça Parce que le étudier, sujet t'intéressait. c'est ça être passionné.
et Mhm. une énergie incroyable pour faire ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est cool parce que ça montre aussi le niveau d'engagement que Mm. tu peux avoir quand tu fais une formation ou autre. Si tu sens que t'en as pas, c'est Ah ouais. probablement pas ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Mais il y a un truc, il faut tester de toute manière. Il faut tester. Et c'est con parce que pour trouver ta voie, il a fallu que tu te barres. Mm. Et je trouve que de se barrer comme ça, sortir loin, c'est encore une fois cette introspection qui t'est. C'est même pas toi qui va la faire volontairement, c'est un peu ça te tombe dessus Ouais. de par ce que tu es en train de vivre. Mm. Et ça, c'est cool. Donc, pour se chercher, je trouve que c'est un peu la solution. Ouais. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a fait la même chose. Donc, Ouais. c'est ça que je prône aujourd'hui, parce que je me permettrai pas de parler de choses que j'ai pas fait, comme d'aller dans des trips ayahuasca ou autre, parce que je l'ai pas fait. Ouais, ouais. Donc, j'en sais rien si ça marche ou pas. Et je pense que voilà, c'est compliqué. Mais putain, trop cool. Du coup, tu fais ce truc-là. Et Ouais, là, ça, du coup, on arrive sur la voie des jobs qui te plaisent. c'est ça, exactement. Et puis c'est une formation professionnelle. Donc tu es en cours avec des adultes, avec des personnes qui ont 40, 50, même qui sont en reconversion. Et c'est la première fois que je vois dans mon entourage des personnes qui changent de voie alors que moi je viens de la trouver. Et ça me Hmm. stimule et je me passionne d'aller discuter avec ces personnes-là pour comprendre comment a été s'est fait ce changement dans leur tête, de vouloir changer de métier, d'aller dans cette direction. Donc c'était une année qui m'a énormément stimulé. Et puis après, voilà, je pars sur le terrain à à guider des voyages, à accompagner des tours touristiques. Donc c'est vraiment, faut avoir l'image du cliché du guide qui est assis dans l'autobus avec le micro à l'avant et des seniors derrière. C'est exactement ça. Ok. Faut pas s'imaginer les voyages stylés au début. Faut faire ses armes. Et donc, t'es affrété Parce que là, tu trouves un taf comment tes après la partenaires, formation? c'est les partenaires de l'école Ok, d'accord. voilà, qui te permet, tu as des rencontres, et puis après, tu as un premier contrat, un deuxième, et ainsi de suite. Moi, en fait, tu as deux types de guides, enfin, trois. Tu as le guide qui va, lui, être réceptif, qui va être affrété dans une destination, et il n'y bouge pas. Il est dans les hôtels à l'étranger, et il reçoit les touristes. Après, Hmm. tu as le guide conférencier qui, lui, va être dans un monument. Il va être spécialiste du monument, spécialiste d'une église, d'une cathédrale, etc. Et après, tu as le guide accompagnateur qui, lui, va être multidestination. Et moi, je m'étais fait un peu la spécialité d'être un peu guide pompier, donc je remplace des guides qui sont pas là en dernière minute. Hmm. Et donc ça, la faculté qu'il faut avoir, c'est ne jamais être allé sur place, mais quand il va, tout connaître. Et c'est ça qui me Ok. passionnait, c'est qu'on me disait, ben voilà, là, dans 2 semaines, tu dois aller là. Et j'avais 2 semaines pour devenir un pro de la destination, passer des heures et des heures sur Street View, tout apprendre, parce que mon job, c'est d'accompagner le voyage de A à Z, d'accompagner le groupe dans les restos, dans les hôtels, sur les visites. Mais entre-temps, ils ont besoin d'informations sur les lieux dont ils traversent. Donc et ça m'a passionné de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir les transmettre. C'était incroyable, vraiment, vraiment top. Ok. Et donc, enfin, quand est-ce que tu en arrives à aller, parce qu'au début, donc, tu fais un peu de l'urgence, du remplacement, dirons-nous. Le truc que tu as fait quand tu pars dans le froid, est-ce que c'est un truc de remplacement ou est-ce que après tu as trouvé plus ton truc où je vais là-dedans et c'est un truc que je vais faire de manière plus pérenne? Non, en gros, j'étais beaucoup sur les destinations en Italie, grand tour d'Italie, Rome, Florence, Naples, et il Ok. y a énormément il y a beaucoup de tourisme de masse là-bas, et d'accompagner des groupes avec, des fois c'est 25-30 personnes. Faut comprendre qu'un groupe c'est vraiment un microcosme de la société. T'as Hmm. les personnes qui ont économisé toute leur vie pour ce voyage-là, t'as les jeunes, t'as le couple de seniors, t'as celui qui est très vieux, donc c'est peut-être son dernier voyage, t'as le couple qui s'engueule, celui qui vient tout seul en célibataire. Tout est mis Ah, tu fais du social, quoi. ensemble dans un bus et c'est exactement ça. Tu fais du social tout le long et je j'en ai fait le tour très vite et en fait voilà, je voyais des guides qui faisaient des trucs de fou, des voyages sportifs et je me suis dit putain, je suis encore jeune, je suis très sportif, faut que j'aille dans cette branche-là du tourisme. Ok. Et donc en France, en fait, si tu veux guider des voyages sportifs, il faut que tu sois très bon dans un seul domaine. Tu peux pas être généraliste. Si tu veux faire guide de kayak, mec, passe ton BP kayak. Si tu veux faire guide de Ok. rando, fais guide de rando. Si tu veux faire moyenne montagne ou haute montagne, fais moyenne ou haute montagne. Tu peux pas tout faire parce que tu dois passer des BP. Et à l'époque,
j'avais fait un stage durant mes études dans le tourisme dans une agence de voyage polaire qui s'appelle 66 degrés Nord à Lyon. Ça m'avait. En fait, j'ai même pas de mots pour décrire l'univers dans lequel je suis arrivé en découvrant ce que c'était le monde polaire. Mais j'y étais même pas, j'étais juste dans l'agence de voyage qui proposait ce voyage. Mais de voir ces Hmm. photos-là, de ces mondes arctiques, froids, des paysages désolés, ça m'a, ça m'a énormément Aurore marqué. boréale. Exactement. Et donc je me suis dit, putain, ça serait cool un jour de pouvoir faire ça. Et on m'avait Et eux parlé, organisent des trips ouais, des trips. en nordique, quoi, du coup. Exactement. Que des trips nordiques, Arctique, Antarctique, Canada. Antarctique? Ouais, t'as des croisières dans l'Antarctique. Ok. Je savais même pas que c'était autorisé, ça, hein, parce que j'avais vu que c'était une terre tellement Mettre le pied dessus, c'est hostile. très dur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un écosystème tellement Ouais. fragile que tu peux pas t'amuser à juste y aller comme ça, ouais. Poser le pied sur le continent, c'est très réglementé. Par contre, y aller naviguer tout autour et poser le pied sur des petites îles annexes, tu peux. C'est Ah, sur ok, des. compris. Et, euh, et à l'époque, ces guides-là me parlaient qu'il existait un château au Canada, une sorte de Poudlard, où tu pouvais apprendre le métier de guide d'aventure. Où en gros, c'est une année où tu apprends à guider des voyages en canoë, en kayak, en randonnée, en ski de fond, en motoneige, en chien de traîneau, en ski nordique, en survie. Tout ça condensé dans une année. Moi, je dis, c'est pas possible. Dans un château en C'est plus? dans un château. Je me dis, mais c'est un film, c'est un film ce Ah, truc. ce kiff! C'est un film ce truc. Et en fait, j'appelle, et puis la chance, ben, c'est Ça Montréal, existe. Québec, ça existe. Ça commence c'était, ben, ça commence dans 4 mois, et puis voilà, je m'inscris, et puis maintenant, faut partir se former, partir à Montréal, tout ça. Donc, très cool. J'étais, Mec. Et du ouais, coup, tu fais ça? ouais, je pars Bah, là-bas, raconte un peu, parce que c'est quoi ce. Moi, ça fait rêver. Ça, ouais, c'est le c'est genre de incroyable. truc, je te dis, je vais Ça s'appelle, vivre à travers toi, parce que, ça, ça- évidemment, qui ne rêve pas d'avoir fait ses études à Poudlard? ouais, moi On va aussi. pas se mentir. Et là, Et c'est pas du storytelling vraiment, hein. J'ai mis une photo dans la petite vidéo. C'est un immense château. Et là-bas, ça s'appelait. En plus, j'avais vu l'annonce sur Internet. C'était une photo bleue avec des mecs qui faisaient de l'alpinisme dans un milieu polaire avec de la neige partout. Il est marqué Devenez guide d'aventure. Je suis là, oh putain, ok. c'est quand même stylé de dire, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis guide d'aventure, quoi. Ça me faisait Je suis kiffer. un aventurier. C'est ça. Parce qu'à l'époque, je lisais tous les récits de Minecraft, tout ça, ça me stimulait. Et donc, j'arrive dans cette école-là. Et donc, là, il nous explique que l'année va être découpée en fonction des saisons. Et donc, tu commences à la fin de l'été sur tout ce qui est randonnée. Puis après, tu passes dans l'automne avec la survie. On t'apprend à guider des voyages nautiques, donc canoë, kayak. Et puis après, tu passes, dès qu'il commence à faire froid, sur le tourisme polaire. Donc, les sorties dans le froid, raquettes, chien de traîneau, motoneige, ski de fond, etc. Ce que je ne savais pas dans cette formation, c'est que c'était l'armée. C'est les forces spéciales, en Ah, fait, ce truc. C'est ok. que moi, je pensais aller avoir des cours, sortir la journée, puis repartir en cours, tranquillement. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que sur un mois classique, on est 3 semaines en expédition. Trois Ok. semaines en expédition, Le château, donc, pour remettre en perspective la formation, ouais, c'est c'est dans. sur un an. Ouais. Ok. Et t'as Et t'es des. donc dans le château, mais en fait, t'y es une semaine par mois, C'est quoi. ça, t'as des cours théoriques dans un amphi, dans le château. Et puis Ouais. après, dans ce château-là, au sous-sol, t'as un énorme base camp avec plein de matériel de trekking, de rando, de survie, etc. Et puis, tu planifies au château, entre guillemets, ton expédition. Et puis après, tu vas chercher le matos et tu y vas. Sachant que l'année est répartie par groupe de personnes et qu'à chaque fois, ben, c'est pas les profs qui te guident, c'est toi qui guides. Et t'apprends Wow. en tombant. C'est-à-dire que t'es tiré au sort, Anthony et X personnes, c'est vous qui guidez la prochaine expédition. Vous partez 15 jours, vous allez là, il faut organiser les transports, parce que dans le guidage d'aventure, c'est toi qui limite plante la tente, qui couche les gens, qui fait à manger, qui va faire la vaisselle, qui déplie, qui replie la tente, qui planifie l'itinéraire, qui dit quand on s'arrête, quand on mange, quand on prend notre collation.
Le but, c'était qu'on nous apprenait à faire un service 5 étoiles dans un milieu hostile. Parce que les gens qui peuvent se permettre ce style de voyage, c'est des voyages assez haut de gamme quand même. Uhum. Et donc, c'était l'armée. Vraiment un niveau d'exigence où je me suis toujours demandé ce que c'était de faire l'armée. Là, c'était en fait chaque expédition, on nous sortait de notre zone de confort et on nous mettait vraiment dans la merde. Genre, quand on apprenait la survie, c'est pas on a des cours théoriques, on va apprendre à faire du feu dans la cour de l'école. Non, c'est que on arrivait dans un endroit, on nous disait, ben voilà, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, trois allumettes et on se retrouve dans 48 heures. Il faisait -15. Et moi j'étais là dans la tête, mais j'espère que j'ai souscrit une assurance quand même. Mais c'est quoi ce truc de barge? Et en fait, c'est ça, mais c'est leur méthode d'apprentissage. En fait, il dit, mais en fait, c'est mec, sens-toi confortable. Parce que quand tu vas être seul face à un groupe qui se les caille, qui est pas confortable, qui vont râler, qui vont avoir faim, qui vont avoir mal, ben là, va falloir le tenir ton groupe. Donc si déjà t'es pas capable d'être confortable quand tu es tout seul, ça va pas le faire. Donc c'est trouver le confort dans l'inconfort. Mais c'était très exigeant parce que tu as une responsabilité énorme, quoi. Tu es dans des milieux très hostiles. Putain. Ouais, Et du coup, t'es encore plus dans l'inconfort que ouais, tout ce qu'on parlait auparavant. Visiblement, ça devient ton école. c'est ça. Et ça va jusqu'où? Donc, tu fais toute cette année, Toute tu cette tiens le année, coup. c'est ça. En fait, tu t'apprends aussi ce qui te plaît. Moi, j'avais beaucoup de difficultés sur les voyages nautiques. Tu vois, j'avais jamais fait. Les Canadiens sont très bons pour ça, tout ce qui est canoë, kayak de mer. Ils ont des grandes étendues, ils sont très bons. Moi, je galérais. Donc, je savais que ça n'avait pas fait pour moi. J'aimais ce côté randonnée, itinérance. Et puis, une fois qu'on est passé sur la partie polaire, j'ai dit, ah, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. Parce que la spécificité, c'est que on fait uniquement que du camping polaire. Donc, c'est-à-dire que Ok. chaque expédition, on ne dort jamais à l'intérieur. On dort tout le temps dehors, même en hiver. Donc l'hiver, il fait, tu as des expéditions, tu es 15 jours à -40, -30, et dans ta tente, il fait -20. Et tu rentres jamais au chaud de l'expé. Donc tu dois aussi tout prévoir. La bouffe à gel, tu peux pas, faut pas transpirer, faut gérer ses couches, faut gérer les efforts. Et en fait, c'est ce côté où tu dois tout planifier. Et chaque erreur peut te coûter la réussite de ton expédition qui m'a vraiment stimulé, mais ça m'a passionné en fait. Et j'ai eu la chance d'être tiré au sort sur le voyage en plus, chien de traîneau à guider, motoneige et randonnée nordique, donc c'est les skis, en mode où tu traverses des étendues. Et là, je dis putain, j'ai trouvé ma voie, c'est ce que je veux faire, quoi. Ok. Donc, le polaire. Ça Exactement. consiste en ça. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est quoi le polaire, du Alors coup, le concrètement? milieu polaire, c'est tout ce qui va être très au nord et très au sud sur des régions polaires. Et il y a plusieurs types de tourisme. Il va y avoir le tourisme où ça va être très observation. Donc soit observation de la faune, ou soit ça va être observation des aurores boréales, par exemple. Ou un voyage classique dans le nord de la Scandinavie, ça va être un groupe qui va aller observer les aurores boréales, qui peut faire aussi du chien de traîneau, qui va après dormir dans un chalet et qui va se balader dans la forêt. Mais il y a des types de voyages qui vont être plus autonomie, où là, tu n'es pas dans des chalets, il n'y a pas de confort. C'est que il y a une itinérance qui est faite d'un point A à un point B, et chaque soir, vous dormez dans la tente. Donc là, c'est un peu plus à la route. Et puis après, il y a des voyages un peu plus moins écolo, où là, tu crames du gasoil avec des motoneiges dans la forêt. Ouais. C'est impressionnant. J'ai un pote qui a fait ça d'ailleurs à Montréal, enfin au large du Québec, où c'était un trek motoneige. Ça avait l'air extraordinaire, mais évidemment, Mais, tu as un mec comme toi qui était là pour les encadrer. C'est un truc de fou. ouais, Et ça, c'est devenu ton lifestyle, ton c'est mode de ça. vie, c'est ce que tu as décidé de faire. C'est ça, j'ai eu un lifestyle très route, randonneur, je m'habillais qu'en mec de rando, boots, pantalon quechua tout le temps, et puis j'étais très heureux de faire ça, mais par contre c'est très fatigant, il y a énormément de responsabilités pour le salaire qu'on a. Parce Euh, qu'après, du coup, attends, donc tu as fait ta formation à Montréal, et donc quand tu parlais de job, là, c'était après la formation, une fois que tu avais validé ouais, et le même pendant diplôme. la formation, il y a des stages, et en gros, eux, Ouais. ils appellent quand tu guides vraiment hein, quand tu es à l'école. Hmm. C'est tes, euh, tes collègues, on va dire, les autres personnes de la formation, jouent le rôle de touristes. Et eux, ils sont là pour kiffer. Ah.
Ouais. Donc là, c'est Ok. des expériences aussi, ouais, c'est le but. Et c'est qu'en gros, même moi, quand je participais à une expé d'un autre, ben, j'étais en mode, je joue le touriste de base, Mhm. pour mettre au challenge les guides qui sont face à moi. Ok. Et Donc, quand tu as décidé de bosser, que tu disais les salaires, machin, c'était au Canada ou est-ce que tu es revenu en Europe pour ça? là, après, c'était au Canada et je suis revenu, en fait, les salaires au Canada, je les trouvais pas fous. Donc, j'avais, Parce que tu avais le droit de bosser là-bas, du coup, tu avais aussi un PVT pour là-bas ou pas? ouais, en fait, Ouais, ce qu'il ok. faut savoir, c'est que mon diplôme, il est reconnu partout dans le monde, sauf dans un pays qui est la France. C'est magnifique ça. Ok. Ouais. Du coup, t'es un peu coincé, quoi. T'es un peu coincé, donc en fait, il faut trouver une agence qui permet de faire ça, une agence étrangère, pardon. Hmm. Parce qu'en France, en fait, c'est régi par les BP. Donc c'est très bien parce qu'en fait, c'est comme le BPGEPS pour les coachs, c'est réglementé. Mais du coup, tout ce qui ne rentre pas dans ce cursus-là ou qui vient de l'étranger, jeunesse et sport, c'est verrouillé. Donc tu peux pas, les organismes de voyage en France, eux, me demander d'avoir, ben, il faut que tu aies ton diplôme de moyenne montagne ou de haute montagne, ou ton diplôme de rando, quoi. Et ça, je l'avais pas. D'accord. Donc j'ai postulé sur des agences à l'étranger. Et puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré, j'ai commencé à communiquer avec un explorateur professionnel qui est maintenant assez connu sur les réseaux, qui s'appelle Louri Lag. Et avec lui, j'ai pu partir aussi en expédition et continuer cette voie-là. Ok. Donc, combien de temps il se passe? Parce que c'est marrant parce on a vraiment épilogué sur toute cette Ouais, partie. Mais derrière, au final, ce que tu fais aujourd'hui, c'est plus ça. c'est plus ça. En gros, euh, alors Covid, premier confinement. Alors je rentre en France. Ce qui se Ah, c'est passe, ce qui t'oblige. Donc, c'est c'est un ça. peu, c'est le Covid qui t'a changé En ta fait, voie. durant les expés, je prends conscience du côté très psychologique, dépassement de soi. Euh, de ce côté, mais j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que je me sente là vraiment en inconfort. J'ai peur, j'ai froid, etc. Les mécanismes chimiques, physiologiques derrière tout ça. Et je voyais aussi les gens à côté de moi qui avaient peur avant les voyages. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie derrière le déplacement de faire une expédition. Et je Hmm. m'intéressais j'ai découvert le mot préparation mentale. Sachant que à Montréal, c'est un peu plus implanté. Le côté anglo-saxon, il y a pas mal de choses. Donc j'ai commencé à me renseigner sur cet univers-là de préparation mentale. Et quand je suis rentré en France, je me suis toujours dit, j'aimerais vraiment passer une formation en préparation mentale. Si je rentre en France et que j'ai le temps, j'en ferai une. Et donc je suis rentré en France. C'était un moment où sur ma saison c'était mort. Je m'inscris dans une école. C'était pendant le Covid, donc là. Ça c'était juste avant. Là c'était entre deux saisons. Ah, c'était juste avant. Ouais. Ok, ok, d'accord. Je m'inscris à l'école de préparation mentale. Et donc moi mon projet dans l'école de préparation mentale, c'est soit guider, amener Il y des. a une école de préparation mentale en Il y en a France, plein. Il y en a plein. en sachant que c'est pas un métier. Il y en a plein. Ouais, exactement. Ok, C'est comme, c'est euh, intéressant, c'est comme, paradoxal, euh, mais c'est intéressant. comme la naturopathie, par exemple, hein. Ouais. Il y a plein d'écoles, de formations, c'est des formations. Mais en fait, le métier, il n'est pas inscrit au RNCP. Donc, le boucher du coin peut être préparateur mental, hein, et lui-même faire un organisme de formation. Hmm. Donc, Ok. là, tu cherches quelle est la meilleure formation pour acquérir des connaissances et des outils. Et donc là, elle était à Bordeaux. Donc moi, je pose mes valises à Bordeaux. J'avais de la famille aussi. Et entre-temps, pour me payer la formation, parce que elle était en présentiel. Donc là, j'avais mis la saison un peu en off. Mais je m'étais trouvé un petit taf à Decathlon pour continuer toujours à avoir des revenus. Et puis, c'est là que le Covid est arrivé, pendant la formation. Ouais, Et donc là, il y a une grosse remise en question. Forcément, tu sais plus ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, ce que tu as le ouais, droit de faire. Ok, ok. Et là, tu switches complètement. ouais. Mais après, je me posais déjà des questions. Je n'osais pas y penser parce que pour moi, préparateur mental, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas qu'on pouvait en vivre, mais je me disais que quand même guide, bon, c'est cool, c'est une vie de rêve, tu as fait des beaux musées, des beaux hôtels, mais c'est quand même très prenant et t'as pas de vie à côté, t'as pas de vie privée. Et moi, à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un aussi, donc il fallait Hmm. pouvoir poser ses valises quelque part.
La personne avec qui je suis m'a suivi à l'étranger, au Canada. Et donc là, j'ai Ok. dit, ben, vas-y, moi je suis en période creuse, je te suis. Et puis en plus, c'était à Bordeaux. Et donc là, j'ai fait la formation. Et puis le Covid est arrivé et grosse remise en question parce que ben, je pense qu'on a tous vécu pareil, hein. Tu marches vers l'inconnu, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas quand la vie va reprendre. Moi, la seule chose que j'avais, c'était la formation ben, qui continuait, on la faisait en distanciel, mais j'avais que la préparation mentale du coup. Et donc, j'avais beaucoup de temps. J'étais revenu chez mes parents, c'est confiné chez mes parents, et je me suis plongé dans cet univers-là, les bouquins de prépa mentale, je me suis formé, jusqu'à arriver à la fin de la formation où le Covid, on était, on n'avait pas fait le second confinement encore, mais ça a été réouvert. C'était l'été où on était tous avec les masques, où là j'ai pu Ok. faire une dernière saison de tourisme en tant que guide, mais plus du tout dans le polaire. Je guidais des voyages dans les vignobles. Rien à voir. Mais ça a été ma... Rien à voir, ouais. J'ai amené des Américains dans les vignobles à Bordeaux. Euh, Forcément. c'était ma dernière expérience d'accompagnement. Et après, j'ai plus du tout remis le pied, enfin la casquette de guide. Waouh. Et ça te manque aujourd'hui? Là, dernièrement, je suis parti en voyage juste de manière touristique. Et puis, souvent, je prends des guides parce que je trouve que ça apporte une réelle dimension au voyage. Et ouais, ça me manque quand même. Le lifestyle me manque, mais après, je sais que aujourd'hui, je regrette vraiment pas ce que je fais me passionne. Mais j'aurais pas dit non, tu vois. J'aurais été dans le voyage encore. Je pense que j'aurais Hmm. développé mes réseaux. J'aurais joué la carte à fond. Et je pense que ça aurait pu marcher. Il y avait vraiment quelque chose à faire là-dedans. Mais ouais, c'est une partie de moi que j'ai mis un peu de côté, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. À cause du Covid, quoi. Et ouais, En tourisme espérant. mondial, Ouais. fini. Puis nous, on est beaucoup de groupes de guides à échanger. Et puis on était là, toi, t'as réussi à partir, non? Et toi, tu fais quoi? Ben moi, j'arrête. Puis il y en a qui commençaient à. Ils n'avaient plus d'argent, plus rien. Donc ils reprenaient des métiers en attendant que ça réouvre. Donc ouais, Hmm. Covid, finito. Ah. Ok, dude, c'est bon, t'es arrivé à la fin de l'épisode. Merci déjà d'avoir tenu jusque-là. T'es génial. T'as vu, ça coupe de manière un petit peu abrupte. Mais comme je te l'avais dit en début d'épisode, j'ai pris la décision de splitter cet épisode en deux. J'espère que t'as kiffé. Hésite pas à laisser une review. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les reviews, les 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Apple Podcast te permet d'écrire un petit texte. Si jamais, ça fait toujours plaisir. Je les lis absolument toutes. J'en raconte une avant chaque épisode solo. Merci encore de votre soutien inconditionnel. Vous faites trop plaisir. On se voit semaine pro. Peace!